Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. L'élection des conseillers régionaux le 6 décembre prochain viendra consacrer le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par le président de la République, mais aussi une autonomie certaine et un développement local participatif. Décryptage dans ce journal. Carton rouge du RDPC à ses militants indisciplinés. Quelles conséquences sur les régionales à venir? Quelles implications? Clarification dans ce journal. Les feux sont-ils verts au carrefour des métiers pour les jeunes chercheurs d'emploi? La bourse de l'emploi produit-elle des valeurs sûres dans l'auto-emploi? Gros plan ce soir sur les opportunités saisies et à saisir. Voilà pour les titres du journal. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. Les élections régionales du 6 décembre prochain constituent le tournant décisif pour l'implémentation du statut spécial octroyé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les spécialistes des questions de décentralisation et du développement local s'accordent à dire que ces régions vont disposer désormais de plus d'autonomie. Augustin Guizana. Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont tout intérêt à pleinement participer aux élections régionales du 6 décembre 2020. Historique. Ces élections, c'est la transformation d'un acte juridique en structure opérationnelle. Parce que le code a défini l'Assemblée régionale avec 2 chambres. La population doit voir ces chambres-là fonctionnelles. Et ce n'est que par les élections du 6 décembre que ces chambres deviendront fonctionnelles. Dans les faits, le transfert de pouvoir va donner une plus-value dans la gouvernance locale, notamment dans leurs territoires respectifs. Le Nord-Ouest a son assemblée régionale. Le Sud a aussi son assemblée régionale. Les autres 8 régions ont des conseils régionaux. Et sur le plan juridique, l'Assemblée générale est supérieure au conseil régional. Il est donc question pour les populations de choisir les représentants qu'elles méritent, que ce soit au niveau du représentant du commandement traditionnel ou au niveau des départements. Dans l'organisation et le fonctionnement des régions, où il est prévu dans la Constitution que les régions sont dirigées par un président élu du conseil régional ou de l'Assemblée régionale qui a le pouvoir et les moyens et qui gère. L'histoire enseigne d'ailleurs que cette partie du Cameroun a expérimenté une vie d'autonomie appelée Indirect Rule par les colons britanniques. Dans la région du Nord, Elections Cameroun peaufine les préparatifs pour le bon déroulement du scrutin du 6 décembre prochain. Les listes provisoires des conseillers municipaux et chefs traditionnels qui constituent les collèges électoraux sont en cours d'actualisation. L'assurance, c'est du délégué régional Elecam Nord. Voici la correspondance de Claver Pascal Danga de CRTV Nord. À la délégation régionale d'Elections Cameroun pour le Nord, la parfaite organisation des élections régionales du 6 décembre 2020 est un impératif. Le personnel mobilisé s'active à la consolidation du fichier des collèges électoraux. Les listes provisoires affichent 693 conseillers municipaux et 1636 chefs traditionnels. Nous sommes donc en train de toiletter ces listes. Il est question pour chaque chef d'antenne de rencontrer les différents chefs et les conseillers municipaux pour que, n'est-ce pas, chacun reconnaisse sa photo et voit s'il n'y a pas d'éventuelles erreurs sur leurs données biographiques. Les dispositions sont prises pour l'accueil des candidats ou leurs mandataires, mais aussi pour le matériel électoral déjà prêt. Dans le Nord, les acteurs sont à pied d'œuvre pour la réussite de ces élections régionales qui vont se dérouler dans les 50 bureaux de vote des 4 départements que compte la région.
Dans la région de l'Est, une concertation visant à consolider le fichier électoral réunit depuis hier à Bertois des responsables d'Elections Cameroun et des autorités administratives. Côté matériel électoral, les officiels rassurent aussi quant à la disponibilité. Victorine Beguel de CRTV Est à Bertois. Au siège de la délégation régionale d'Elections Cameroun pour l'Est, pas de répit pour le personnel de cette structure depuis la convocation des collèges électoraux par le président de la République. Ici, les responsables enchaînent des réunions avec les autorités administratives en vue de la consolidation des fichiers des conseillers municipaux et des représentants du commandement traditionnel. La finalité, c'est d'avoir des fichiers fiables, c'est-à-dire sans erreur, sans anomalie. Côté matériel électoral, aucune inquiétude, les kits qui ont servi pendant les élections législatives et municipales de février dernier seront mis à contribution. Pareil pour les centres de vote qui ont d'ores et déjà été identifiés. Nous avons proposé 2 centres de vote, c'est-à-dire le centre des collèges des conseillers municipaux et le centre du collège des chefs traditionnels. Selon la loi, le 22 septembre 2020 est date limite de dépôt des candidatures, tout en train d'être mis en place pour un déroulement sans anicroche de cette étape du processus électoral. Décentralisation et développement local. Toujours, les autorités traditionnelles de la Sanaga maritime se concertent pour une meilleure représentativité au sein du conseil régional. Une rencontre a regroupé les chefs. Objectif s'accorder sur les critères de choix des conseillers régionaux. David Mouliom nous en dit plus. Asseoir un conseil régional mieux apte à défendre les intérêts de la communauté et lui confier un plan de développement local consensuel et réaliste. 418 chefferies, dont 24 chefferies supérieures pour 5 places de représentants de l'autorité traditionnelle au conseil régional. Le chef doit être accepté dans sa communauté, doit être quelqu'un capable d'aller défendre les dossiers et de pouvoir ramener dans sa communauté les produits de la récolte. Et j'approuve totalement cette démarche qui voudrait que les chefs s'assoient pour discuter ensemble comment aborder l'élection régionale. Nos problèmes les plus importants sont des problèmes liés à l'enclavement, à la déforestation, l'exploitation illégale de nos forêts, à l'accaparement des terres. La suite du consensus se fera autour de Sa Majesté William Dong Tchombe, seul chef de premier degré désigné tête de liste, afin de choisir les 4 chefs de deuxième degré qui porteront avec lui ses doléances au sein du tout premier conseil régional du littoral. Reportage signé Daoud Mouliom. Les conseillers municipaux militants du RDPC tombés sous le coup des sanctions du conseil de discipline de leur parti sont d'office hors course pour les régionales au nom de cette même formation politique. C'est la conséquence directe de la décision de l'instance disciplinaire du RDPC. Par contre, ceux des militants qui exercent les fonctions d'élus n'ont rien à craindre pour leur mandat dans les communes ou au Parlement. Clarification du professeur Aboya Manassé, donc politologue, il est au micro de Augustin Guizana. Quand vous regardez, vous lisez la note du secrétaire général qui a été prise en application de la circulaire du président national du RDPC du 10 septembre 2020, il est clairement indiqué à la partie 3.2 que les militants indisciplinés ne pourront pas prétendre à une sorte d'investiture du RDPC. Donc l'impact est là au niveau de l'approbation de leur éventuelle candidature pour les régionales à venir. En dehors de ça, le mandat qu'ils ont déjà eu à travers les élections municipales, le mandat reste en cours. Le mandat n'a aucun souci à se faire puisque ça relève déjà d'une élection clôturée et pour lequel pas seulement les militants du RDPC ont voté, mais c'était les électeurs en général. Voilà qui est clair. Réception et analyse des investitures des candidats du RDPC à l'élection des conseillers régionaux. La présidente de la commission départementale pour le Nyon et Mfumu, Nicole Okala Bilaï, invite les parties prenantes à une importante réunion de concertation qu'elle préside demain lundi 14 septembre 2020 à 12h au cercle municipal d'Akonolinga. Le président de la commission départementale du Fundi, Bidumpat, lui invite tous les membres de la dite commission à la réunion de présentation des modalités et des profils de candidature demain lundi 14 septembre à 9h. Ce sera à la permanence du parti RDPC du Fundi.
Dans le Djaelobo, l'heure est à l'évaluation des activités menées en 2019 par le RDPC San-Mélima Centre. L'initiative du parlementaire Mathurin Germain Bindoua a permis de distribuer plus de 5 millions de francs CFA de primes aux militants les plus dynamiques. Plus de précisions avec Philippe Roger et Sama. L'année 2019 a été marquée à la sous-section RDPC San-Mélima Centre par la préservation du vivre ensemble et bien plus, la dynamisation de sa mutuelle de développement et de son fonds de solidarité, soit 10 millions de francs CFA dans la cagnotte. Année positive, oui, au regard de la joie qui se lit sur ces visages. Depuis 5 ans, nous avons toujours encouragé la sous-section San-Mélima Centre, qui est la première dans les activités socio-économiques, dans la tenue et l'encadrement de ces militants. La circonstance s'est voulue une fête du militantisme. Séance tenante, plus de 5 millions sont distribués comme prime aux camarades les plus dynamiques et à leurs enfants lauréats du baccalauréat 2020. Un geste de générosité de l'honorable Mathurin Germain Bindoua. Les militants sont joyeux. Je pense que ce soutien va aider à booster leurs petites activités à caractère commercial. Par une motion de soutien des déférences, ils ont réitéré leur attachement aux idéaux promus par le président national, son Excellence Paul Biya. L'histoire des martyrs de l'indépendance du Cameroun, immortalisée à travers un monument. Le monument des martyrs d'Équité a été inauguré dans l'arrondissement d'Edéa 2e. C'était en présence du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kuete, qui représentait le président de la République, Joseph Itoté. Ce 31 décembre 1956, le petit village d'Équité était en ébullition. Plus de 200 nationalistes qui avaient refusé d'aliéner la mère patrie au nom de l'indépendance et de la réunification étaient tombés sous les balles de l'administration coloniale. Monseigneur Tony Bacotte, archevêque émérite, a recommandé l'âme des disparus à l'Éternel. Pour Robert Bapolipote de l'Union des populations du Cameroun, cette volonté de défendre le Cameroun doit continuer de vivre en chacun d'entre nous. Le message fort aujourd'hui est que la paix règne au Cameroun et que le peuple camerounais doit tourner le dos à l'extrémisme. Les martyrs d'Équité, à l'instar des autres dignes fils du Cameroun, ont écrit les pages glorieuses de notre histoire politique. Il est important de rappeler toujours l'histoire et de dire que certains Camerounais se sont battus pour que nous puissions avoir un pays fort. Pour le comité d'organisation, le monument d'Équité doit rappeler à chaque Camerounais le souvenir des sacrifices suprême. Équité va à coup sûr se muer en site touristique. Le maire de la commune d'Edéa 2e en a fait un projet. Dans la suite du journal, les 9 et 10 septembre dernier se tenait à Yaoundé la 4e édition du Carrefour des métiers. Cette plateforme, instituée par le gouvernement camerounais, vise à mettre ensemble des chercheurs d'emploi et des employeurs et faciliter la bonne information quant aux opportunités à saisir. Cette année, le nombre de propositions disponibles dans la bourse de l'emploi était en baisse. Seulement une 50aine proposées. Barbara Padjama pour les détails. Le panneau de la bourse de l'emploi évite aux chercheurs de passer à côté de la plaque. Cette boîte à suggestions est tenue par plusieurs établissements publics et privés du pays. Le Fonds national de l'emploi, le PIAZI ou le PAGERU en sont les têtes de proue. Tous les jeunes, même quand on sort de Polytechnique, ils sont généralement butés à une difficulté, l'expérience professionnelle. Cette année, la 4e édition du Carrefour des métiers, organisée les 9 et 10 septembre dernier, proposait une toute petite gamme de métiers. Nous avions autour de 54 offres d'emploi que nous avons apprêtées pour les demandeurs d'emploi. Et pendant la bourse, nous avons collecté quand même aussi 2 offres d'emploi pour 10 postes. Seulement 250 visiteurs au Carrefour des métiers. Pourtant, plus d'1 million de chercheurs sont enregistrés dans la banque des données. Dans la bourse de l'emploi, il y a aussi la création d'emplois pour exploiter toutes les possibilités. Nous appuyons les personnes qui veulent se mettre à leur propre compte en termes d'appui au financement des équipements à concurrence de 80%. Aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, la bourse de l'emploi est très dynamique. Les opportunités se présentent à la demande des employeurs uniquement. Il faut donc les saisir, ces opportunités. Au carrefour des métiers, de grands boulevards permettent aux acteurs du secteur informel surtout de trouver des repères. Grâce à l'initiative du ministère de l'Emploi, de nombreux Camerounais ont créé de petites entreprises. Des success stories que nous présente ici dans ce reportage Joël Igor Abanda.
Philomène Ganantomba est propriétaire d'un secrétariat bureautique au quartier Kondengui depuis 2008. Le résultat d'une aide financière obtenue du PIACI, le projet intégré d'appui aux acteurs du secteur informel. Son passage au carrefour des métiers lui a permis d'asseoir son business. Le PIACI était une porte qui s'est ouverte à moi pour pouvoir acheter les machines et vraiment m'installer. À travers son secrétariat bureautique, Philomène réussit à joindre les deux bouts. Je ne me plains pas, mais je voudrais élargir un peu ma clientèle et augmenter un peu mon chiffre d'affaires. Ici au quartier Essos, un autre chef d'entreprise qui est passé par le carrefour des métiers. Désiré Augustin Pepga fait dans la fabrication de la craie depuis près de 20 ans déjà. 2 ans déjà que j'ai fait le carrefour des métiers. Ce qui m'a beaucoup plus plu au carrefour des métiers, j'ai eu beaucoup de contacts. À notre arrivée, à son atelier, le promoteur de craie Cameroun s'apprêtait à livrer un de ses clients. Chaque jour, il produit en moyenne 20 cartons de craie. De là, ce que je peux formuler au gouvernement, ce n'est que de me venir en aide financièrement. Philomène et Désiré Augustin ont pu leurs activités respectives après leur passage au carrefour des métiers organisé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. La première édition du Cameroun Youth Investment Forum était lancée hier à Yaoundé sous le thème Écosystème des affaires résilients au Cameroun. Quelle pertinence pour les investisseurs inclusifs. Un atelier d'échange et de formation a permis à de nombreux jeunes porteurs de projets de s'imprégner des nouveaux moyens de financement. Je vous propose d'écouter le coordonnateur Ernest Jonathan Ngako dans cet extrait sélectionné par Viviane Karinevina. Le Cameroun Youth Investment Forum est une initiative pour les jeunes entrepreneurs au Cameroun. Il est question donc de créer une plateforme sur laquelle on a à la fois des investisseurs et des jeunes entrepreneurs qui peuvent non seulement déjà constituer une communauté où ils échangent, où ils s'informent, ils partagent, où ils s'associent, également où ils peuvent bénéficier d'accompagnement sur le plan financier, en termes de mentoring, en termes de recommandations et autres. On a tellement de projets que nous avons accueillis. On a notamment Tuyantech qui nous propose un respirateur artificiel. 290, c'est le nombre de descentes effectuées jusqu'à ce jour par les éléments de l'opération contrôle, surveillance et répression de la gendarmerie nationale. Ce week-end, les Pandores ont investi les principaux axes routiers du territoire et sur la bretelle Yaoundé, Balmayo et Bolova, le constat fait état de la présence de récidivistes parmi les usagers indélicats et le non-port du masque dans les véhicules de transport en commun. Les détails avec Pierre Evimbe. Juin 2011, date du lancement de l'opération Contrôle, Surveillance, Répression. 9 ans plus tard, les accidents, la circulation ont baissé de 30%, les mentalités ont évolué, mais pas pour ceux-ci. Les usagers indélicats qui ne comprennent pas depuis le temps que force revient toujours à la loi. Ici, sur l'axe qui mène au sud, Yaoundé, Balmayo et Bolova 100 millimètres, les Pandores ne cèdent pas aux intimidations, encore moins aux supplications. Si vous n'avez pas d'argent, tout est pris. Les usagers collaborent parfois, mais nous rencontrons également quelques réticences de quelques personnels qui estiment, soit de par leur position, qu'ils ne devraient pas être contrôlés. L'opération de la gendarmerie nationale a su s'adapter au contexte de crise sanitaire que traverse le pays. Les usagers ont tendance à masquer la pandémie et à rouler démasqués. La gendarmerie nationale poursuit son opération pour le bien des Camerounais et utilise des sanctions fermes qui font mal pour leur bien. Reparlons, si vous le voulez bien, de développement participatif à l'ère de la décentralisation, une réalité à laquelle se préparent activement les populations du groupement Maka, route dans le département du Oignon, région de l'Est. Les populations du dit groupement et leurs 14 chefs traditionnels étaient réunis pour impulser le développement de leur contrée. William Badier. Les populations du groupement Makarout dans le département du Oignon étaient réunies en Koum autour de leurs 14 chefs traditionnels pour réfléchir sur des actions concrètes, individuelles et collectives, indispensables au développement de leur contrée. Tout se passe dans notre culture. Et après la culture, nous devons gagner la bataille de développement à travers l'école. Encore qu'il s'agit de développement participatif. Ma population apporte du sien, j'apporte du mien. Et à ce moment-là, le gouvernement viendra simplement couronner. La sous-scolarisation, l'oisiveté, la consommation des alcools, des drogues et autres stupéfiants sont des fléaux dont la jeunesse du groupement Makarout devrait se débarrasser.
C'est l'occasion aussi, au cours de ces assises, de travailler main dans la main, de fédérer leurs énergies autour des idéaux de développement. Le chemin du développement participatif est tracé dans un contexte sociopolitique marqué par l'entrée en vigueur effective de la décentralisation. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. La décentralisation de la riposte anti-Covid-19 porte des fruits dans la région de l'Est. Nous allons en savoir davantage comment en allant retrouver Évariste Yenga, notre reporter au centre des opérations d'urgence de santé publique. Évariste qui reçoit par visioconférence son invité, le docteur Mintop. Bonsoir Évariste. Vous êtes au centre des urgences, vous avez l'antenne. Que doit-on savoir ce soir ? Bonsoir, Atta Badiné Omar. Au mois de juillet dernier, la région de l'Est était classée 4e dans sur l'échelle de classification des régions les plus touchées, derrière la région du centre, celle du littoral et de l'Ouest. On s'en va 2 mois plus tard voir l'évolution de la pandémie dans cette région. Et notre guide de ce soir, c'est le délégué régional de la santé publique à Berthois, le docteur Mintop. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Est est une région très vaste. Comment faites-vous pour contourner le piège des longues distances pour assurer la surveillance de l'épidémie? La région de l'Est compte un cumulé de 1091 cas positifs pour 991 guéris et 112 cas actifs à ce jour qui sont pris en charge. Et malheureusement, nous avons enregistré 28 décès. La région de l'Est étant certes large, il faut dire que la mise en œuvre effective de la décentralisation instruite par Monsieur le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, nous a permis de former tout le personnel des districts de santé et des aires de santé. Ce qui fait qu'à ce jour, dans la région de l'Est, la décentralisation de la prise en charge et de la riposte, elle est effective, et la stratégie qui consiste à traquer, tester et traiter est devenue une routine dans toutes nos 114 aires de santé dans nos 14 districts de santé. On parle de cette stratégie, justement. Que faites-vous pour que les populations adhèrent au dépistage de masse si certains pensent que la pandémie du coronavirus est terminée? Ok, merci beaucoup. Nous menons sous le leadership de monsieur le gouverneur de la région de l'Est, qui est le coordinateur de la cellule régionale de lutte contre le Covid, un certain nombre de plaidoyers. Nous intensifions le plaidoyer, la sensibilisation, et également nous avons associé à cela les collectivités territoriales décentralisées, les leaders religieux et tous ceux qui peuvent porter la voix pour sensibiliser. Et il faut dire qu'à ce jour, certes, cela n'est peut-être pas facile, mais nous voyons quand même un changement et un aménagement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la stratégie qui consiste à tester massivement, nous avons dans notre région quand même un certain nombre de statistiques qui nous permettent d'espérer et de penser que la stratégie mise en place fonctionne avec tous les acteurs. Docteur, merci. Cet entretien vient de s'achever à Tabadiné de Mar. Nous quittons la région de l'Est. Vous venez de suivre la situation épidémiologique et actuellement, toutes les équipes médicales sont activées au testing de masse et le testing mobile. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga. Merci également à votre invité pour sa disponibilité. Cultiver la patience, le pardon et la fidélité. Le message est de l'archevêque métropolitain de Garoua. Monseigneur Faustin Ambassadiodo s'adressait aux fidèles chrétiens de l'archidiocèse de Garoua au cours de la messe de clôture des activités du jubilé de Palissandre. Jean Foumargué de CRTV Nord. Inhabituel, plein de joie et d'émotion, qu'ont vécu les fidèles de l'archidiocèse de Garoua au cours de la messe de clôture des activités marquant le 65e anniversaire de cet archidiocèse. L'archevêque métropolitain de Garoua a demandé à ses frères et sœurs en Christ
d'être de vrais serviteurs de Dieu. Regarder en arrière et voir ces personnes, ces hommes et ces femmes touchés par la grâce de Dieu, qui ont donné de leur vie, de leur temps pour que notre Église devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Au terme de cette messe d'action de grâce qui a connu la présence de l'archevêque émérite de Garoua, Monseigneur Antoine Talou, de l'évêque de Yagua, Monseigneur Barthélemy Yaouda Ourgo, de l'évêque de Marwa Mokolo, Monseigneur Bruno Ateba Edo, celui de Ngaoundéré, Emmanuel Abbo, et l'évêque de Kribi, Damas Zinga, et du gouverneur du Nord, Jean Abaté Edi, des attestations offertes par le pape François ont été remis aux couples qui ont célébré leur mariage religieux, signe d'engagement à se mettre davantage au service du Seigneur. Allons à la découverte du bois des cinquantenaires à Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord. Cet espace de loisirs bâti sur 2 hectares offre un écosystème où se côtoient plusieurs espèces animales et un environnement au climat frais et doux. Plus de détails avec Lionel Mingué à Maroua. Un jardin écologique pour le bonheur des touristes. Nous sommes au bois des cinquantenaires, dans l'arrondissement de Maroua 1er. Ici, s'allie un climat frais et un écosystème de charme. C'est un site de référence pour la ville de Maroua, et un site de loisirs où il y a des rencontres, il y a des manifestations. Pour les habitants de la ville de Maroua, cet espace vert demeure l'endroit indiqué pour le recueillement. Depuis que j'ai découvert cet endroit, je ne peux m'empêcher de venir. L'air est calme, l'endroit est sécurisé. Il y a le calme, il y a de l'air pur, puisque l'endroit est bien en fraîcheur là. En cette période marquée par le Covid-19, le bois des cinquantenaires s'est conformé aux prescriptions gouvernementales pour ne pas perdre de ses attraits. S'il y a des manifestations, nous nous arrangeons à ce que les mesures de distanciation soient véritablement respectées. Le bois des cinquantenaires, bâti sur une superficie d'environ 2 hectares, devra abriter très prochainement en son sein un parc zoologique. Un site touristique à découvrir. L'artiste de la semaine est peintre, un peintre autodidacte qui a fait de cet art son école. Derrière son handicap se cache un talent à la fois brut et raffiné qu'il met au service des amateurs de beaux-arts. Son portrait sous le pinceau de Barbara Padjama. Il calque les courbes et les couleurs de la nature pour les reproduire dans son monde imaginaire. Ézéchiel est un rêveur muet qui vit dans le silence depuis sa naissance. Il a commencé immédiatement à chercher les livres, les bouquins, les bandes dessinées. Il se rappelle que c'est ce que le Seigneur lui avait montré dans le rêve. Déficient auditif né, il n'a jamais fréquenté une école, pas même celle-ci. Autodidacte, voilà 20 longues années que le portraitiste badigeonne les nuances de la vie, dessine des traits d'union entre l'homme et la nature, l'amour et la musique. Ce perfectionniste se refait un portrait professionnel à tous les coups. Aujourd'hui, il est prêt à coacher. Il dit qu'il reste ouvert pour tous les enfants comme lui, les déficients auditifs qui souhaitent apprendre ce métier. Lui, il reste disponible. Il voudrait former autant. Ses coups de pinceau en ont créé des souvenirs ici et là. Pour Ézéchiel, un handicap peut cacher un talent. Nos encouragements à Ézéchiel. En sport, préparatif des Jeux paralympiques de Tokyo 2021, les entraîneurs nationaux et régionaux des sports pour sourds-muets étaient à l'école des techniques d'entraînement. Des travaux initiés par la fédération de la dite discipline. Évariste Yenga nous en dit davantage. Ce séminaire organisé à Yaoundé a vocation à donner des outils d'encadrement des athlètes aux entraîneurs nationaux et régionaux. Ce séminaire a été organisé par la Fédération camerounaise des sports pour sourds pour que les entraîneurs nationaux et régionaux respectent les mesures barrières pendant les entraînements. Ce en vue d'une meilleure préparation de nos sportifs qui se préparent pour les Jeux olympiques. À leur tour, les entraîneurs conviés à l'école devront adapter leur méthode d'encadrement. La plus-value de ce stage, à mon sens, c'est le module qui a été basé sur le montage des projets. Ceci va amener les fédérations à ne plus compter tout simplement sur les subventions du ministère pour pouvoir fonctionner. Le séminaire était supervisé par un représentant du Comité national paralympique, athlètes déjà qualifiés et d'autres encore à la recherche des tickets pour Tokyo 2021 seront à pied d'œuvre les prochaines semaines.
Voilà qui met un terme à ce journal préparé avec la collaboration de Georges Marcel Messila et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Vous serez avec Gideon Tazo et Joseph Guetta-Mandem. Dès demain lundi pour les grandes éditions, retrouvez Estakima Tabot et Romuald Tuisengok. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. En septembre, vos super séries font leur grand retour. Ah, j'ai un bon pressentiment. Retrouvez l'amusante Jennifer sur Nollywood TV. Ah, c'est une très bonne nouvelle.